Alors, on va faire le même format. Ah, pardon, je ne me suis pas présentée. Je suis Catherine Bourguin, je suis chercheuse à l'INSERM, au CERMES 3, où je mène des enquêtes pluridisciplinaires sur le déploiement de la génomique en contexte de soins. Et donc, j'étais en train de dire qu'on a repris le même format que la table ronde précédente, à la différence que notre collègue Margot Bernelin a eu un souci de transport et donc sera avec nous, mais à distance, sur Zoom. Donc, elle est là. C'est une très bonne nouvelle. Et merci à Lucie Morillon qui a trouvé la solution pour faire venir Margot en dépit des grèves de transport. Alors donc, encore une table multidisciplinaire et je propose donc de donner directement la parole à la première personne qu'on a décidé collectivement de faire intervenir, qui est Stéphane Tirard, qui est professeur d'épistémologie et d'histoire des sciences à Nantes Université, comme il faut désormais dire, et voilà, qui va introduire cette table ronde sur un format de 5-7 minutes, comme tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup Catherine, merci beaucoup aux organisateurs de ces journées d'avoir bien voulu me convier. Je suis donc effectivement épistémologue et historien des sciences. Je pratique dans mes travaux personnels une épistémologie historique que Sarah a très très bien présentée tout à l'heure dans ses méthodes et ses objets. Mais pour introduire en fait mon rôle ici, durant ces quelques minutes, je voudrais évoquer en fait un programme que j'ai le plaisir de coordonner à Nantes depuis maintenant 6 ans. Non pas pour vous raconter en quoi consiste dans le détail ce programme, évidemment ça serait impossible et c'est pas du tout l'objet, mais pour en arriver à une remarque un peu générale, d'ordre méthodologique sur les rapports SHS-santé, une remarque qui m'est donc inspirée par le déroulement de ce programme. Alors son petit nom, c'est le programme Data Santé. Il y a certaines personnes dans la salle qui le connaissent, ou pour y participer directement, ou pour être des compagnons de route depuis longtemps, et je les remercie. Et Margot Bernelin, par exemple, en est un des piliers. C'est un programme qui c'est un programme pluridisciplinaire de SHS, c'est important, c'est vraiment un programme de SHS, et qui étudie les rapports entre les données, les outils qui permettent de les utiliser, donc évidemment des outils numériques de tout poil, et puis la médecine personnalisée, c'est ce qui est affiché au début, on pourrait dire la médecine génomique aujourd'hui, et on ne s'est pas gêné pour élargir à d'autres champs médicaux quand c'était possible ou intéressant. Donc un programme pluridisciplinaire qui mobilise du droit, de la sociologie, de l'histoire, de la philosophie, de l'éthique, qui aurait bien aimé intégrer un petit peu d'économie, mais ça n'a pas été possible. C'est pas grave. Et qui fonctionne depuis donc maintenant 6 ans. Et quelque chose m'apparaît donc au terme de ce programme, c'est que finalement on ne peut pas s'arrêter. Non pas que nous n'ayons pas terminé le travail que nous avons projeté de faire au début de cette aventure collective. Globalement, on a atteint les objectifs. Et évidemment, quand on a la chance de collaborer avec des gens aussi efficaces et brillants que ceux qui sont dans ce panel, on atteint ces objectifs. Mais mon souci depuis quelque temps est évidemment de prolonger par d'autres programmes la dynamique intellectuelle qui est à l'œuvre dans ces interactions, dans ce consortium qu'on avait constitué donc à partir de collègues d'abord nantais, régionaux et puis français. En fait, la question c'est finalement pourquoi est-ce qu'on peut pas s'arrêter. Tout à l'heure, on a eu la chance que l'après-midi commence par une conférence de Jean-Paul qui nous a montré évidemment l'apport que peut être celui de l'histoire des sciences, parce que je ne l'ai pas précisé, mais il y a effectivement de l'histoire des sciences aussi dans ce programme Data Santé. On est face à des objets qui
se sont transformées de manière considérable au cours de ces dernières décennies. Certes, l'histoire a besoin d'un petit peu de recul, elle a besoin fondamentalement d'archives, mais le regard qui peut déjà être porté sur les quelques années en arrière, comme tu l'as fait tout à l'heure, Jean-Paul, montre bien que on voit des dynamiques. Certes, il y a de la continuité, mais cette continuité est associée de manière extrêmement complexe avec des transformations, des modifications de la nature des objets que les SHS, quelles qu'elles soient, peuvent reconsidérer au fil du temps. Et ce qui s'avère, c'est que dans un programme comme Data Santé, qui devait durer 5 ans, qui finalement va se clore à la fin de 2022, puisqu'on a eu une année de bonus à cause de grâce, je ne sais pas, plutôt à cause du Covid, eh bien, les objets qu'on avait placés au cœur même de notre programme se sont eux-mêmes transformés et mériteraient, au stade où ils en sont dans leur transformation, que l'on continue finalement à les étudier. Alors, je n'ai pas le temps, dans les quelques minutes qui me sont imparties là, de vous les décrire, mais ça apparaît de manière extrêmement flagrante. Et en fait, dans cette continuité, dans la recherche SHS que l'on doit, qui me semble que l'on doit assurer autour de ces objets, il y a aussi la nécessité de continuer de manière pluridisciplinaire. Donc c'est un point qui me semble important à souligner, c'est-à-dire qu'on est face à des objets qui, en ce moment, ont une telle dynamique que, certes, nous obtenons des résultats en SHS, mais à peine sont-ils obtenus qu'il faut pratiquement remettre sur le métier face à une nouvelle configuration, des évolutions du contexte, des évolutions des objets techniques, de nouveaux possibles qui surgissent, de nouvelles configurations institutionnelles à différentes échelles, qui font que, si on considère par exemple la question des données, elle ne cesse finalement d'être redéfinie, à la fois en raison du changement des pratiques, mais aussi des grandes reconfigurations que des ambitions d'échelle nationale, par exemple, peuvent imposer. Donc, ça me semble être un défi, en fait, pour les sciences humaines et sociales, que de savoir s'inscrire dans cette continuité et d'arriver à finalement penser que les sciences humaines et sociales, de manière collective, arrivent à penser leur cheminement face à cette recherche, face à cette évolution du champ biomédical qui ne cesse évidemment d'avoir lieu. Et moi, je me réjouis donc, que ces rencontres aujourd'hui se déroulent et justement nous rapprochent un petit peu les uns des autres. On voit qu'on est nombreux à se connaître finalement, à s'être croisés dans diverses occasions. Mais ça révèle bien le fait que la dynamique dans laquelle on doit s'inscrire doit être une dynamique collective, une dynamique pluridisciplinaire. Et surtout, il faut trouver les moyens, et ça, c'est pas facile, de ne jamais l'interrompre et d'arriver à l'introduire dans tous les espaces où on peut l'introduire. Voilà, je vais en rester là pour le moment. Je voulais juste insister sur cet aspect qui me semble être un aspect à la fois méthodologique et institutionnel, mais qui me semble absolument crucial. Merci beaucoup Stéphane. De ces défis qui se posent à nous et de comment aussi continuer à étudier des objets qui sont à la fois en perpétuel changement et en même temps avec des lignes de continuité dont il s'agit de décrypter ce qui est de l'ordre de la nouveauté ou de la continuité, et c'est pas une mince affaire. Alors je vais maintenant passer la parole à Emanuele Clarizio, qui est philosophe des sciences et des techniques au Centre d'éthique médicale de l'Université catholique de Lille. Merci beaucoup. Oui, alors je vais parler un petit peu de quelques résultats de mes recherches passées et en cours sur les biobanques, et notamment sur un volet spécifique qui porte sur la manière dont on peut, à travers une étude des biobanques, jeter un regard épistémologique sur les manières dont on produit la science aujourd'hui et on produit de la valeur scientifique.
C'est une question qui se pose aujourd'hui dans le cadre de ce qu'on appelle parfois la data-driven science, qui serait pour certains une nouvelle manière de faire de la science, marquée par la forme des hypothèses. Il y a des travaux en épistémologie, en histoire des sciences qui montrent qu'au contraire, il y a toujours eu en fait un certain équilibre dans les cultures scientifiques entre la matérialité des cultures naturalistes et les hypothèses théoriques de la culture expérimentale. Pour faire court, je dirais que la science contemporaine a été décrite par la philosophie des sciences et l'épistémologie du XXe siècle avec un biais qui privilégiait surtout l'aspect théorique sur les pratiques et sur les techniques. Et donc avec une certaine coïncidence tendancielle entre la science et la science expérimentale. C'est dans ce creux en fait, qu'ils sont insérés ensuite les Science and Technology Studies, ou la sociologie des sciences et techniques, pour montrer que finalement, la science est aussi une affaire de pratique, d'interaction entre les acteurs, lesquels sont par ailleurs humains, mais aussi institutionnels ou alors techniques. Alors, dans ce contexte, à partir de ce contexte très général, je pense qu'on peut montrer que le travail de biobanking n'est pas un travail purement technique, mais qu'il a une valeur scientifique. Pour le dire mieux, la dimension strictement technique du travail de collecte, de traitement, de conditionnement et de stockage des ressources biologiques a une signification qui est immédiatement épistémologique. Alors, pour illustrer cela, je vais porter l'attention sur 4 ou 5 points. Tout d'abord, il faut être conscient qu'une grande partie de la fiabilité du travail scientifique, ainsi que par exemple de l'efficacité des algorithmes d'IA, dont l'usage est de plus en plus fréquent en médecine génomique, repose sur la qualité des données utilisées. Et cette qualité repose elle-même, in fine, sur le travail des biobanques, dont la raison d'être est précisément, ou l'une des raisons d'être, cette fonction de sécurisation des données à travers une recherche technologique et biologique qui aboutit à la définition de standards et de protocoles pour le traitement, le conditionnement, la conservation et la mise à disposition de ressources biologiques. La professionnalisation du biobanking depuis les années 2000 peut être comprise en partie comme une réponse à cette exigence de qualité des données pour pouvoir apprivoiser la recherche. Et la construction de la fiabilité des ressources biologiques repose elle-même sur un type de recherche technologique qui est en quelque sorte invisibilisé, mais qui est de la recherche à part entière. Et je dirais même plus, ce qui m'amène au deuxième point, cette recherche technologique recouvre aujourd'hui une fonction essentielle qui historiquement revenait à la biologie, à savoir celle d'interroger le sens et la signification même de la vie. En effet, à travers les études sur les cultures cellulaires, sur la possibilité de pérenniser les lignées cellulaires, de créer des organoïdes biologiques mais artificiels, ce qui se passe, c'est que les biobanques s'interrogent de plus en plus, de manière implicite bien sûr, et c'est pourquoi c'est un champ encore largement inexploré par l'épistémologie et la philosophie des sciences et techniques, sur les conditions de la vie, sur ce qui à la fois différencie et unit la vie et l'artifice, la vie et la technique. Donc sur le sens de la relation entre le vivant et le milieu, des questions classiques de l'épistémologie de la biologie, qui aujourd'hui on peut observer dans ces lieux des infrastructures technologiques qui ne sont pas immédiatement, qu'on ne conçoit pas immédiatement comme vouées à la recherche. Troisième aspect qui me paraît important de relever, c'est que par le biais de la centralisation des ressources biologiques et des collections de ressources biologiques, les biobanqueurs développent une vision stratégique des données biologiques qui leur appartient, plus peut-être qu'aux biologistes ou qu'aux cliniciens, lesquels, quand ils doivent monter des projets de recherche, doivent s'adresser aux biobanqueurs comme des acteurs scientifiques à part entière, qui peuvent les conseiller sur la manière dont il faut construire la collection pour les buts du projet de recherche, ou alors qu'ils peuvent aussi les amener à valoriser des collections déjà existantes. Quatrième point qui est lié à celui-ci porte sur la constitution précisément des collections, qui est un enjeu scientifique à part entière. Quel type d'échantillon choisir, combien en choisir, avec quel traitement, quel mode de conservation. Ce sont des questions techno-scientifiques en fait, qui relèvent de la compétence des biobanqueurs, qui se professionnalisent de plus en plus et qui sont en train de s'approprier d'une maîtrise technique sur certains aspects de la biologie qui désormais relèvent des biobanques à part entière, de leur métier à part entière. Et finalement, mon dernier point, par le biais de ce regard anticipateur que le biobanqueur apporte sur les finalités actuelles mais aussi potentielles des collections biologiques, son travail est susceptible aussi d'assumer une valeur directement épistémologique. Je vais faire un exemple
tout à fait anodin, mais que je trouve parlant, on pourrait en faire d'autres. Par exemple, vous savez, à partir d'un même prélèvement sanguin, on peut extraire du plasma et conserver plusieurs échantillons de celui-ci, avec des anticoagulants différents, le DTA, citrate, héparine, qui ne sont pas équivalents du point de vue épistémique. En fonction des interactions chimiques avec les différentes cytokines présentes dans le plasma, tout anticoagulant ne sera pas adapté à la recherche de tout biomarqueur. Il faudra soigner le choix de l'anticoagulant en étant bien conscient de l'objectif visé. Et ça, c'est un savoir qui relève, encore une fois, des biobanqueurs. Donc, pour conclure, il me semble que par le prisme des techniques, il est possible de renouveler le regard épistémologique sur la science en décloisonnant un peu les disciplines SHS. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce regard sur tout ce travail autour des données depuis l'échantillon, parce que là, voilà, sur les données elles-mêmes, on voit tous les nouveaux métiers qui se structurent, qui reconfigurent les formes de travail. Et je pense qu'on aura d'autres éléments à discuter sur ce point après. Et je vais donc passer la parole à Margot. Vous la voyez ? Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien ? Je vous remercie et je remercie Lucie Morillon pour l'organisation de cette visio et je m'excuse, je vous prie d'excuser mon absence. Vous m'entendez ? Très bien. Parce que j'avais un écho, excusez-moi. Alors, je suis Margot Bernolin, je suis chargée de recherche en droit au CNRS, rattachée à Nantes Université et plus précisément au laboratoire de recherche droit et changement social. Et j'ai la chance de faire partie du programme de recherche Data Santé présenté par Stéphane il y a quelques minutes et d'avoir pu, dans le cadre de ce projet, mener 2 années très stimulantes de postdoctorat et étudier les enjeux juridiques liés à l'usage de ces données massives qui ont diverses qualités, mais notamment leur variété et leur volume. Et ces données permettent de mener des recherches qui doivent permettre de mettre en évidence au moins de nouvelles pistes de recherche, en tout cas de stimuler la recherche. Dans ce cadre, j'ai pu travailler sur la question de la propriété des données, sur la question de l'usage des données de santé des défunts, qui est une question peu étudiée mais très importante. J'ai également pu travailler sur l'encadrement de l'accès à ces données, notamment l'accès à ces données par des acteurs privés que sont les assureurs, etc. J'ai mené diverses recherches. Et concernant les enjeux, l'un des enjeux que j'ai pu trouver lors de ces recherches, ou en tout cas qui m'a particulièrement intéressée, celui de la constitution des bases de données. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on parle de médecine génomique et de données massives, il faut avoir de nombreuses données afin de les croiser entre elles pour trouver certaines occurrences qui pourront être intéressantes pour la recherche. Et si ces données peuvent provenir de différentes sources, c'est encore mieux. On peut penser à des données scientifiques, les données de la recherche, des données personnelles, bien entendu, et j'y reviendrai, par exemple le dossier médical informatisé, qui en France est le dossier médical partagé au niveau national, des données provenant d'établissements divers, par exemple des laboratoires de biologie médicale, etc. On peut penser à toutes les données utiles. Pourquoi pas des données économiques, pourquoi pas des données environnementales, ce que la médecine génomique connaissait déjà, mais là de le faire à grande échelle et pour pouvoir trouver des résultats intéressants. Et donc il faut constituer des bases de données lorsqu'il s'agit de données personnelles, c'est-à-dire de données qui permettent d'identifier un individu. Eh bien le législateur est intervenu depuis 2016, on parlait de dynamique, Stéphane qui parlait de dynamique, eh bien il y a une dynamique assez franche depuis 2016 pour permettre la numérisation de toutes ces données de santé, de toutes les données de santé des patients afin de les traiter informatiquement, et de pouvoir les regrouper au niveau national de préférence, même s'il y a de nombreux regroupements de données au niveau local, au niveau des CHU, au niveau de la PHP par exemple. Excusez-moi. Et donc le législateur est intervenu pour permettre ces regroupements, pour s'assurer de la numérisation et de l'accès à ces données à des fins de recherche, notamment au sein de la plateforme nationale des données de santé, également appelée Health Data Hub. Excusez-moi, je crois que je vais m'étouffer. C'est dommage, c'est 5 minutes où je parle et je m'étouffe un peu. Et dans ce cadre, ce qui m'intéresse, c'est la place laissée, ou en tout cas la place des droits et libertés des patients, c'est-à-dire quels sont les droits des patients sur l'usage de leurs données. Excusez-moi, je ne vais pas m'en sortir. Sur l'usage de leurs données personnelles. Et force est de constater que les droits semblent assez limités.
Pourquoi? Parce que l'information des patients en pratique sur l'usage de leurs données est loin d'être parfaite. Et ensuite, les droits, selon la constitution des bases de données, peuvent être limités. Parfois, les patients ne peuvent pas s'opposer à la collecte des données, mais peuvent simplement s'opposer à quelques usages de leurs données. Donc, on voit que les droits ne sont pas protégés de manière uniforme. On ne peut pas toujours s'opposer au traitement de ces données, et cela particulièrement lorsqu'il s'agit de données utilisées à des fins de santé publique, comme les bases de données dédiées à la lutte contre le Covid-19. On peut penser que dans le cadre de la médecine génomique, il y a de nombreux aspects qui pourraient être attachés à des fins de santé publique et donc qui permettront d'écarter certains droits des patients de s'opposer à l'usage de leurs données. Dans ce cas, ce qui me frappe particulièrement, c'est que à l'analyse juridique de l'usage de ces données massives et de la génomique, rarement revient la question de la discrimination génétique qui était pourtant, excusez-moi. Mais Margot, tu peux prendre le temps de boire, on n'est pas là pour t'étouffer. N'hésite pas. Je suis désolée, je vais boire un peu. On arrête le chrono, promis. Il fallait que ça tombe sur mes 5 minutes de parole. Avant, j'allais très bien. Et donc, la question de la discrimination génétique, qui était quand même centrale il y a encore quelques années, en tout cas, lorsqu'on s'intéresse précisément au big data et à cette question-là, on ne retrouve pas cette rhétorique et ce positionnement des discriminations génétiques. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'assez frappant. Et puis, Stéphane, tu parlais tout à l'heure de prolongement des travaux de data santé. Un prolongement, ça va être la participation du laboratoire de droit et changement social et bien sûr de moi-même à un PEPR, c'est-à-dire un programme et équipement prioritaire de recherche. C'est un grand programme de financement national et le nôtre s'intéresse à la cybersécurité et aux moyens techniques qui peuvent être utilisés afin de protéger les données. Qui dit protection des données, lorsqu'elles sont personnelles, dit protection des personnes qui se cachent derrière leurs données pour essayer d'éviter toute discrimination à leur encontre. Et là, on est dans une forme de pluridisciplinarité et d'interdisciplinarité qui va dépasser les SHS, parce que c'est un programme qui est mené par des informaticiens qui vont, par exemple, essayer de trouver des moyens, non pas de centraliser au niveau national des bases de données, mais plutôt d'aller chercher les données des patients sur leur téléphone portable ou sur leur ordinateur sans les conserver de manière centralisée afin d'éviter les mouvements de données qui peuvent être récupérés à ce moment-là. On sait que lorsqu'il y a un mouvement, la donnée peut être récupérée par des hackers, mais aussi éviter, s'il y a un hackage national, que toutes les données soient récupérées. Donc on voit des moyens techniques qui sont assez intéressants, développés. Ce n'est qu'un exemple. Et pour nous, en tant que juristes, ça sera l'occasion en tout cas de repenser les questions de cybersécurité, de repenser les questions de collecte et de constitution. On ne constitue pas des bases nationales. On va constituer des petites bases très locales et toujours de revoir notre objet de recherche. Donc voilà pour les projets à venir. Je vous remercie, je vous prie d'excuser en plus Matou. Merci beaucoup. Merci Margot. Et donc on va maintenant passer la parole à Heidi Howard, qui est chercheuse en éthique médicale à l'université de Lund en Suède. Merci beaucoup d'être venue jusqu'ici, Heidi. Merci, c'est un plaisir vraiment. Alors, j'aimerais aborder une thématique... Parle bien près du micro pour Pardon. que... J'aimerais aborder une thématique reliée à la sensibilisation des différents publics, des différentes parties prenantes non experts concernant les données génomiques et leur usage. Alors, je vais revenir sur des points soulevés par Sandrine et Christine, et je pense que ça montre à quel point c'est important. Alors, premièrement, cette sensibilisation envers les patients, vis-à-vis des patients, on étudie depuis longtemps le consentement. Dernièrement, on a étudié des formulaires de consentement pour regarder des critères comme la lisibilité, readability des formulaires. Et ça ne vous surprendra pas de savoir qu'il y a un range incroyable jusqu'au point où les logiciels qu'on utilise pour étudier la lisibilité, en fait, ils nous donnent une année d'éducation. Alors, 18, ce serait 18 années d'éducation. 18 années, alors c'est le doctorat. 11 années, ce serait le lycée, je pense, en France. Au Québec, ce serait
la fin du high school, en tout cas comme ça. Alors, ça vous surprendra pas de savoir qu'il y a un grand range, mais le range est plus haut que le deuxième secondaire ou 8 ans d'éducation qui est suggéré par plusieurs groupes professionnels. Alors, tous les formulaires médicaux devraient rester quand même à une lisibilité assez populaire, on va dire. Et les formulaires de consentement qu'on a regardés, ça fait quand même depuis longtemps, ça fait déjà, je pense, 5 ans qu'on a fait ça, mais ça ne change pas. On a fait une nouvelle étude pour regarder d'autres critères, comme les informations concernant le retour des données, et dernièrement, les informations concernant l'usage secondaire des données, et c'est le même genre de consentement, de formulaire de consentement. Alors, c'est pas. Alors, nos études portent sur des détails, de voir si les formulaires de consentement suivent les recommandations, surtout de groupes professionnels, alors European Society of Human Genetics, American College of Medical Genetics, etc. Pas seulement que ces groupes, mais on essaie de voir à quel point on voit un parallèle, où on voit un suivi, et aussi à quel point les formulaires de consentement et ces politiques subviennent aux besoins des patients. Alors, il y a beaucoup de questions là-dedans, mais bon, vous voyez la grande image. Et alors, ça revient vraiment à ce que Sandrine et Christine ont soulevé. Par exemple, sur la thématique d'usage secondaire, on aurait pu penser que les normes juridiques donnent assez de recommandations ou assez de limites pour savoir ce qu'il devrait avoir dans un formulaire de consentement. Et peut-être que c'est vrai, je laisse ça aux juristes à répondre, mais du côté éthique, on trouve vraiment des lacunes, des gaps, des trous, où on n'a pas vraiment pensé à quel point un patient pourrait ne pas savoir à quel point leurs données vont être utilisées. Alors, juste pour vous donner un exemple, en Suède, tous les données recueillies en clinique sont automatiquement utilisées en recherche. Punto. OK? C'est comme ça. Et alors, c'est opt-out. Et moi, quand je suis allée pour, par exemple, accoucher, je leur ai dit que tout de suite, toutes mes données, toutes les données de mon bébé ne seraient pas utilisées en recherche. Et l'infirmière avait aucune idée de ce que je parlais et de quoi faire pour me laisser faire le opt-out. Alors, il a fallu au moins 2 ou 3 rencontres pour pouvoir faire. Alors, il y a des cultures, il y a des pays où c'est vraiment ancré. Alors, ça ne veut pas dire, c'est tout légal, mais ça ne veut pas dire que les patients n'ont pas un besoin d'information. Et maintenant, en Suède, excusez-moi, juste un petit à côté, en Suède, on a aussi un plan génomique, médecine génomique, qui vient de commencer en 2017. Et en tout cas, leur formulaire de consentement est très minimaliste. Je vais laisser ça là. Mais si ça vous intéresse, je peux vous le traduire et on peut s'en reparler. Et oui, il n'y avait pas de formulaire suédois dans notre étude parce qu'en fait, il n'y en a presque pas de formulaire et souvent, il n'y a même pas de consentement signé par le patient en Suède. Et d'autres pays nordiques, je crois que c'est le cas aussi. Alors, juste pour voir qu'il y a vraiment un range et ça... Je pense qu'il faut s'en parler encore plus. Il faut faire des réflexions des enjeux éthiques et sociaux sur le consentement, pas juste les formulaires, mais toute la procédure. Mais nous, on a utilisé les formulaires parce que justement, on se disait que dans le futur, il y aurait de plus en plus des médecins généralistes qui allaient offrir le séquençage et que le formulaire allait avoir un rôle plus important, on va dire. Alors, on s'est dit que ça valait la peine de regarder là. Et juste pour revenir au choix, dont on a parlé dans la dernière table ronde. Là, je pense que du côté du consentement, que ce soit la procédure ou le formulaire, il faut se rappeler que le choix ou la décision va changer avec le temps, par personne, par famille. Alors, les choix qu'on aurait fait à 18 ans, pas forcément le choix qu'on aurait fait à 32 ans, pas forcément les choix qu'on aurait fait après avoir eu des enfants, etc. Alors, dans la vie
d'une famille ou d'une personne, mais aussi les choix générationnels, hein, la population comme génération. Alors ça revient à ce que Stéphane a dit, qu'il faut toujours continuer de regarder c'est quoi les besoins et comment est-ce qu'on va les rencontrer. Ça, c'est pas le mot en français, mais vous comprenez. Alors ça, c'est la première thématique, sensibilisation des patients. Deuxième, sensibilisation des non-experts, les grands publics. Alors les citoyens, si vous voulez, mais oui, les citoyens, on peut dire les citoyens. Alors ici, les questions qu'on se pose, et je me les pose surtout pour la modification du génome, parce qu'on a un projet qui termine cette année, mais qui a duré assez longtemps, surtout avec la pandémie. Ça a été rallongé. Mais dans la modification du génome, vous savez qu'il y a du séquençage hein, pour vérifier les off-targets. Alors, il y a des données partout. Hein. On peut les stocker. Est-ce que c'est écrit dans le consentement? Est-ce que les gens qui font partie de la recherche, par exemple, qui vont donner leurs gamètes pour les recherches où on fait la modification des embryons, est-ce qu'eux le savent? Qu'on va générer toutes ces données-là, etc., etc. Alors, c'est quand même relié. Et je travaille avec Ciensano et Chloé qui est ici dans la salle. Ciensano, c'est l'agence de santé publique en Belgique. Et on regarde là comment se passent les activités d'engagement des grands publics dans la génomique. Et alors, ça, c'est une chose sur le terrain, qu'est-ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui serait aussi plus théoriquement ou conceptually, qu'est-ce qui serait une activité correcte? Hein? Une activité qui a un sens pour les prises de décision, hein? Pour les prises de décision, de recommandations, que ce soit des groupes de professionnels ou même jusqu'au règlement. Oui, alors je vais rester là. Je pense qu'il y a plein de questions à se poser là et je pense que c'est clairement pas spécifique à la génomique, hein, aux données génomiques. Ici, on pourrait penser à l'intelligence artificielle, ce qui m'amène à mon dernier point, là, je termine. Je fais aussi partie d'un groupe où on étudie l'éthique du Data Driven Life Science, qu'Emmanuel a soulevé aussi. Alors, Data Driven Life Sciences, on laisse les données nous mener, on va dire, grosso modo. On laisse les données nous mener et normalement, il y aurait aussi une intelligence artificielle et assurément, à un moment machine learning. Hein? Pas juste automated decisions, but machine learning. Et là, on crée une boîte noire, black box, this amazing black box, où même les experts ne savent pas l'expliquer. Alors, dans ce contexte hein, un peu poussé, si on retourne au séquençage au débit d'aujourd'hui, hein, et là, on s'avance avec cette black box. Qu'est-ce qu'on a besoin de donner comme information? Pas seulement aux patients et au grand public, mais aux experts. Hein? Eux, qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas savoir? Et quand un expert ne sait pas, où on prend l'information? Alors ça, c'est le black box du black box. Alors, je vous laisse avec ces questions-là et merci beaucoup. Alors, on va ouvrir une petite session. Je vais essayer de remettre Margot. Voilà, on te voit maintenant, Margot. Hein. Je te préviens. Merci. Et potentiellement, voilà, on t'entend aussi. C'est bon, on a remis le micro. Donc, de discussions entre vous. Alors, moi, je veux bien lancer une piste de transversalité, mais après, je vous laisse aussi réagir sur ce qu'ont dit les uns et les autres. Et en fait, peut-être revenir sur, d'après vous, quelles sont les spécificités ou non-spécificités de la dimension génétique des données dont il est question. On a bien vu qu'elles ne sont jamais seules. Margot a bien insisté sur la grande variabilité des données qui sont collectées, mais y compris dans le public understanding ou dans la question des algorithmes, est-ce qu'il y a des spécificités au moment de la production des données, même pour revenir à ce que tu nous disais, Emmanuel, ou de façon plus générale dans le projet Data Santé, qui ne portait pas que sur la génétique. Du coup, est-ce que vous pourriez chacun revenir un petit peu plus spécifiquement peut-être sur ces dimensions-là ? Je ne sais pas qui veut commencer, mais... Margot ? Avec plaisir. Ah. Je peux parler maintenant, tout va bien, même si on n'est pas à l'abri d'une rechute. Eh bien, c'est vrai que c'est une question. Quelle est la spécificité de la génétique ?
C'est vrai que pour moi, ça a été une des difficultés dans la préparation de cette table ronde, c'est de me dire, mais quelle est la spécificité? En fait, c'est le déploiement des enjeux qui va être d'une autre nature. C'est-à-dire que dès lors qu'on va faire des croisements avec des données génétiques, on va en tirer des conclusions qui vont être soit dans l'imaginaire, dans la perception que les gens en ont, soit dans la véracité, différentes. On va avoir des occurrences différentes, on va en tirer des pistes de recherche différentes, des pistes qui nous amèneront autre part, avec tous les financements qu'il y a sur la génétique en ce moment, sur les recherches génétiques et sur la médecine génomique, ça nous emmènera autre part. Donc voilà, je pense que c'est une question de positionnement des enjeux, de vision de la génétique qui va être revue avec les données massives, parce qu'on va croiser avec des données économiques, ce que l'on ne faisait pas forcément avant. On va croiser avec toutes les données de patients, par exemple d'un grand CHU de Nantes si on le souhaite, avec l'entrepôt des données de santé de Nantes. Donc là, on va avoir des ampleurs différentes dans la compréhension de la génétique, l'usage de la médecine génomique, et voilà ce qui va être assez différent. Je ne sais pas si je suis très très claire, mais je pense que c'est sur le déploiement des enjeux. Merci Marco. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la suite? Oui. Alors, disons que d'un côté, c'est sûr que l'essor de la génomique est un peu une des causes de la structuration du biobanking, parce que la nécessité de données fait qu'on a besoin de les stocker. De l'autre côté, en retour, je ne pense pas qu'il y a forcément des effets sur le biobanking lui-même de cet essor de la génomique en termes épistémologiques. Mais par contre, c'est vrai qu'on sent très bien que désormais, il y a un lien très fort entre l'approche génomique. On a parlé pendant un moment du dépassement du paradigme du tout génétique, mais finalement, il y a des voies sur lesquelles, plus expertes que la mienne, on n'en est pas vraiment sorti, parce que finalement, aller chercher les causes génomiques du cancer, ça revient finalement à réduire le cancer à ses aspects moléculaires. Hier encore, j'étais dans une journée d'études sur la médecine précision, et il y avait un oncologue qui a commencé son présentation en disant « Le cancer, c'est une maladie génomique ». Ça ne veut rien dire en fait. C'est juste que on l'approche à partir des outils de la génomique, et c'est parce que finalement on a ces outils aussi d'intelligence artificielle de plus en plus d'apprentissage profond dont parlait Heidi aussi, qui vont rechercher des corrélations statistiques, que les données génomiques sont aussi importantes. Donc il y a peut-être un biais épistémologique en ce sens-là. Et moi, ça m'interroge d'un point de vue épistémologique. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de voir comment on peut intégrer la génomique dans des paradigmes un peu plus pluralistes, au sens normatif de la science. Voilà. Oui, c'est une vaste question que tu t'as posée. Tu dis ce que tu veux. J'ai envie pour être un peu plus concret que tout à l'heure, de prendre un exemple précis et justement d'évolution d'un objet qu'on a pu observer au cours du programme Data Santé. C'est le cas finalement d'un outil qui a été ramené par Pierre-Antoine Gouraud des États-Unis, où il l'avait mis au point. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Pierre-Antoine dans cette salle, donc je ne vais rien leur apprendre sur ce plan-là, mais il avait mis au point un outil d'aide à la décision qui s'appelle MS Bioscreen, qui était donc un outil d'aide à la décision pour la sclérose en plaques, mis au point par lui aux États-Unis. Et quand il est revenu en France il y a quelques années, il a réfléchi à la possibilité de l'adapter au contexte français. Ça s'est avéré beaucoup plus compliqué qu'il l'espérait. Et donc cet outil rassemblait des données génétiques, mais tout un ensemble de données, des données cliniques, de l'imagerie. C'était vraiment un outil extrêmement global qui visait donc à essayer à partir d'une cohorte de patients souffrant de la sclérose en plaques, avec cette base qui aurait été alimentée donc par une multitude de données, de parvenir à extraire des strates de patients de petits effectifs proches du patient que le médecin devait traiter. Et évidemment, vous comprenez que c'est la procédure, idéale de la médecine dite personnalisée ou de précision.
En fait, il y a eu des difficultés pour implanter ou du moins développer cet outil en France de diverses sortes, pas simplement techniques, mais c'est pas le même droit, c'est pas les mêmes contextes. Il fallait de fait une cohorte, etc. Donc c'était pas simple. Et Pierre-Antoine, qui ne se laisse pas décourager facilement, c'est le moins qu'on puisse dire, a remis l'objet sur le métier. Et en fait, il développe actuellement un autre outil, un nouvel outil très inspiré par MS Bioscreen qui s'appelle MS Vista et qui, en fait, n'est plus maintenant cet outil d'aide à la décision qui était donc basé sur cette pluralité immense de données, mais qui devient en fait une plateforme d'intégration de données génétiques. C'est autre chose. C'est-à-dire que, de fait, il est en quelque sorte retourné vers les spécificités des données génétiques et il a en quelque sorte renoncé pour le moment à l'outil d'aide à la décision qu'il avait ambitionné dans un premier temps. Il y a une deuxième chose que j'ai envie de dire à propos de cette question de la spécificité des ou de la non-spécificité des données génétiques, c'est qu'il me semble qu'avec toute l'évolution qu'on observe aujourd'hui, il y a quand même, on en a parlé déjà, on l'a évoqué à plusieurs reprises cet après-midi, il y a une multiplication des métiers finalement qui opèrent dans tout ce champ biomédical. Et derrière ces métiers, c'est des compétences aussi. Et de fait, il y a un problème qui est celui de faire avancer la recherche ou qui est celui de traiter des patients, mais on a besoin d'une multiplicité de personnes ayant des compétences précises, très particulières. Et là, il me semble que ça n'est pas une spécificité des données génétiques, ça peut concerner tout type de données. Si on regarde du côté de l'imagerie, par exemple, elle atteint un tel niveau de technicité qu'entre la captation des données et le moment où on aura produit l'image qu'on va utiliser, par exemple, en clinique, il y a une succession de métiers qui se relaient en fait, dans la production de l'image, au point aujourd'hui que les gens qui sont spécialistes de production d'images, eh bien, réfléchissent à cette pluridisciplinarité qui constitue leur propre profession et réfléchissent à la possibilité qu'il y ait des gens qui soient formés pour faire le pont entre les différents niveaux de compétences. Donc c'est... voilà. Ça serait évidemment à étudier, ça peut faire une étude extrêmement intéressante, mais je pense que la complexité du monde biomédical aujourd'hui, données génétiques ou autres données, évolue vers cette ultra-spécialisation de domaines techniques, de domaines professionnels et de compétences, et ça, que ce soit les données génétiques ou les autres. Merci Stéphane. Heidi, tu veux dire quelque chose ? En fait, est-ce que je peux te demander, c'est spécifique, s'il y a quelque chose de spécifique à la génomique comparé à d'autres données, n'importe quelle donnée de santé quand même, ouais. De santé. Alors, je pense que, en gros, non, mais en détail, oui. Contextuellement, alors le fait justement qu'on a des spécialistes qui font... Alors ça peut changer avec le temps, mais maintenant on a des spécialistes qui sont généticiens et on aura oncogénéticien, on aura alors un peu ce que Stéphane a dit à propos des métiers, mais aussi il y a l'aspect familial que d'autres données de santé pourraient avoir, mais peut-être pas au même extrême. Hein? Alors je pense qu'il y a des cas que oui, il y a des cas que non. Mais si je reviens à l'idée d'information et de choix, je pense qu'envers les patients et envers les grands publics, peut-être, je ne dis pas qu'il y a un mystère autour de la génomique, mais ce n'est pas évident de comprendre, peut-être, hein, je suggère, peut-être que ce n'est pas aussi facile de comprendre
ce que ça veut dire un résultat génomique, génétique, polygenic risk scores, hein, si on veut aller là. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre santé? Et je sais qu'il y a aussi des scans, il y a aussi des résultats sanguins qui ont aussi une ambiguïté, mais c'est juste une suggestion. Je pense que c'est peut-être plus difficile d'expliquer, par exemple, toutes les différentes sortes de résultats qu'on pourrait avoir après avoir séquencé le génome. Hein? Oui, j'arrête là. Merci. Oui, je vais faire circuler la parole. Et juste une dernière question, parce que je pense qu'il faut qu'on en discute aussi dans ce séminaire. On a beaucoup parlé d'interdisciplinarité, et on est là pour en parler, mais la question qu'on se pose toutes, je pense, et tous aussi, c'est comment on revient dans nos disciplines de départ, et comment, dans vos expériences, justement, cette question de l'expérience de terrain, de questionnement sur ces objets qui demandent un travail interdisciplinaire, viennent nourrir ou posent problème quand il s'agit de revenir dans sa discipline de départ, si vous le souhaitez d'ailleurs le faire. Enfin, la question n'est pas, il n'y a pas d'injonction à le faire, mais enfin, en tout cas, comment on se positionne dans cette, ce souhait de faire de l'interdisciplinarité parce que les objets sur lesquels on travaille nous exhortent à le faire, et en même temps, on s'inscrit aussi d'autant plus souvent dans une interdisciplinarité fructueuse qu'on est assez solide aussi dans la façon, ce qu'on a d'apporter par rapport à ce que les autres vont apporter. Voilà. Bon. C'est une question générale sur l'interdisciplinarité. Du coup, oui, parce que c'est au cœur de ces problématiques. Oui. J'ai l'impression que dans le cadre de l'interdisciplinarité, finalement, d'une certaine façon, on ne quitte jamais sa discipline. Parce que moi, en fait, ma question était dans vos expériences personnelles sur ces terrains-là. Hein. C'était plus qu'une question générale sur la question de vos terrains de recherche, en fait. Bon, alors, donc, je peux évoquer ce qui s'est passé dans le cadre de Data Santé, qui était un programme qui est un programme pluridisciplinaire, et donc pluridisciplinaire parce qu'il crée la possibilité que des disciplines différentes se rapprochent, et interdisciplinaire quand de fait certaines disciplines collaborent véritablement entre elles. En fait, ce qu'on observe, c'est que d'abord le processus prend beaucoup de temps. Je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Déclarer du jour au lendemain une action pluridisciplinaire, ça ne marche pas. Il faut que les gens qui vont mener cette action interdisciplinaire ensemble prennent le temps de se connaître, prennent le temps d'apprendre à se faire confiance, à échanger. C'est fondamental. Si on n'introduit pas ce temps d'acculturation finalement entre les différentes disciplines, ça ne marche pas. Et en quoi elle consiste? Il me semble qu'elle consiste à prendre le temps de comprendre comment les autres vont produire ce qu'ils vont produire. C'est-à-dire comment, si c'est de l'interdisciplinarité, SHS, sciences ou médecine, il faut que les partenaires comprennent comment les autres produisent de la connaissance, dans les deux cas, et même à l'intérieur des SHS, puisqu'il y a une multitude de disciplines et on ne travaille absolument pas de la même manière. Donc en fait, c'est une acculturation aux méthodes plus que autre chose. C'est pour ça que je dis que finalement, on ne quitte pas sa discipline, mais à un moment donné, quand on comprend comment les autres vont produire de la connaissance à partir des mêmes objets, puisqu'on va travailler sur les mêmes objets, on peut effectivement problématiser ensemble. Et expliquer, montrer aux autres comment, à partir de sa discipline, on pose des problèmes, on questionne l'objet en question et comment on formule des problèmes et comment on résout ces problèmes-là. Et le résultat de l'interdisciplinarité, c'est finalement l'interaction, c'est la construction d'une problématique commune par l'interaction d'un certain nombre de problèmes, en quelque sorte, traités par des méthodologies spécifiques. Et l'interaction se fait vraiment dans la construction de la problématique. Les lieux où il y a de l'interdisciplinarité, c'est ce que j'appelle des espaces communs de problématisation, en fait. Donc, normalement, il n'y a pas de mal, on n'a pas de difficulté à retourner dans sa discipline. Normalement, oui. C'est tout l'enjeu, ouais, c'est ça. Mais on n'en sort pas indemne. Moi, je veux bien répondre, mais de manière située à cette question, parce que si on prend mon objet, que sont les biobanques, il est évident, moi j'aurais presque envie de les définir comme des objets
totaux, parce que on peut les appréhender à partir de l'histoire, de l'épistémologie, de la philosophie, de la science, de la sociologie des techniques. Et pour moi, c'est naturel d'aborder un objet à partir de questions qui sont conceptuelles. Mais pour aborder ces questions conceptuelles, il faut passer par les autres disciplines. Par exemple, si je me pose la question de la marchandisation du corps et de ses significations éthiques, il faut passer par le droit. Et on voit très bien que, par ailleurs, à travers une approche conceptuelle, moi je pense qu'on peut générer de l'interdisciplinarité par le regard qu'on porte sur les autres disciplines. Par exemple, je vois très bien que le droit, il a lui aussi une capacité de générer des concepts. Quand les juristes se posent, par exemple, la question, travaillent évidemment mieux que moi et que les philosophes sur le problème de la marchandisation du corps et tous les problèmes des conflits en fait qui existent entre la non-disponibilité du corps et le fait que, de fait, les ressources sont marchandisées, il y en a qui se sont posé la question d'imaginer des nouveaux régimes propriétaires comme celui des biens communs. Donc, l'interdisciplinarité réside aussi dans la capacité d'interroger les autres disciplines à partir de sa propre, pour ensuite y revenir. Margot? Oui, j'aimerais rebondir sur cette question. Je trouve que... Alors, il y a un écho. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Bon, c'est ce qui compte. Je suis d'accord avec Stéphane. L'interdisciplinarité, c'est quand même un travail de longue haleine. Moi, de mon expérience dans Data Santé, par exemple, ça nous a pris, on était 4 postdocs, à peu près 2 ans de travaux en commun pour, in fine, pouvoir rédiger un article et produire quelques présentations scientifiques. Bon, on était 4, plus on est nombreux, on dit plus on est fou, plus on rit, mais aussi plus ça prend du temps de travailler ensemble entre sociologues, historiens et juristes. Et donc, c'est vraiment un travail de longue haleine qui va nécessiter de la traduction, parce qu'il va falloir comprendre les méthodologies des uns et des autres, comprendre nos questions de recherche, parce qu'effectivement, on n'a pas les mêmes questions de recherche et tout l'enjeu, c'est d'arriver à un questionnement commun qui pourrait prendre en considération nos approches et nos visions des objets, ce qui n'est pas si facile que ça, mais on peut arriver à des résultats très fructueux, il faut prendre du temps. Et après, ce que l'on ramène de ce travail interdisciplinaire dans nos propres recherche personnelle, eh bien, ça va être un peu opportuniste. On va avoir des éléments qui vont nous intéresser, on va pouvoir les récupérer, mais ça va être très fructueux. Si on a conscience que l'on va être un petit peu opportuniste à certains égards parce qu'on aura préféré tel positionnement de questions de tel chercheur ou de telle discussion, on va les récupérer à notre compte. Donc, il faut parfois être très conscient des limites de nos travaux et se dire qu'on est un petit peu opportuniste, mais ce qui va faire qu'on va être aussi on va avoir beaucoup de réflexivité dans nos recherches parce qu'on va penser, comme l'a dit Emmanuelle, nos travaux différemment, on va avoir un recul qui va être assez intéressant, donc on peut faire de grandes choses, mais il faut avoir du recul sur comment on le fait, il faut prendre le temps de le faire et c'est important ces échanges, ces journées d'études, ces journées de rencontres parce que ça participe de ce mouvement, de ce temps long, de ces créations de réseaux, de ces discussions qui sont nécessaires au traitement des questions qui nous animent. Merci Margot. Haïti, tu veux dire quelque chose? Il n'y a pas d'obligation. Mais... Oui, non, mais c'est bien. Je suis d'accord avec Margot sur le besoin de faire le recul. Moi, je suis biologiste, comme Catherine, de base, alors je ne retourne pas vraiment là, mais je fais beaucoup de travail avec le European Society of Human Genetics. Alors là, je traduis beaucoup les données sciences humaines et sociales. Et là, je pense qu'un sujet qui me concerne énormément, c'est, par exemple, comment traduire, comment interpréter les données, par exemple, qualitatives, comparées à des données quantitatives. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi on en parle si ce n'est pas generalizable, etc., etc. Alors ça, c'est très difficile, je pense, pour un anthropologue ou un sociologue. Ils comprennent ce que ça veut dire d'amont, mais pour les généticiens, par exemple, c'est pas forcément évident. Et je pense que, en Suède, je pense que c'est par pays où c'est différent. En Suède, l'éthique médicale ou la bioéthique, c'est vraiment les philosophes. Alors, comme je ne suis pas philosophe, ma place, elle est un peu à côté. Et je pense qu'en France, en France et aussi en Belgique, c'était les seules places où j'ai travaillé où on avait le droit de continuer
d'être interdisciplinaire. Alors, on pouvait apprendre, d'ailleurs, j'ai travaillé avec Anne, merci, et là, on pouvait devenir expert sur quelque chose d'autre, comme faire des questionnaires ou faire des focus groups, et on pouvait devenir l'expert là. Alors, on n'avait pas besoin de retourner, forcément. Hein? Et ça, c'est une super belle chose, hein, qu'on n'a pas partout, en fait. Alors, bravo. Merci. Donc là, on a un temps de discussion. Donc, il y avait des mains qui se levaient. Je pense que... Et voilà. N'hésitez pas. Et après... Les juristes font des concepts. Merci beaucoup. Emmanuelle, ouais. Parce que le droit aussi a dit 2-3 petites choses sur les biobanques. Au-delà de ça, merci beaucoup. C'était vraiment extrêmement intéressant. 2 remarques. Une première remarque, pour moi très drôle, je dois le dire. Vous avez fait toute une table ronde sur les données génomiques sans prononcer le mot RGPD. Donc j'ai envie de vous féliciter. Bravo. Il est écrit, mais personne ne l'a dit. Donc bravo. Vraiment bravo. Deuxièmement, sur la question de la spécificité des données génomiques, je partage vraiment l'avis d'Heidi de dire qu'il y a vraiment beaucoup de partage d'enjeux avec les données biologiques ou les données de santé de manière globale. Et d'ailleurs, pour le coup, le RGPD traite les données génomiques comme des données de santé. Je pense que quand même, il y a des problématiques très fortes sur les questions d'anonymisation, de pseudonymisation qu'on ne trouve peut-être pas ailleurs. Ça, c'est probablement une question, en tout cas, je dis seule, quand on les traite seuls. Donc pour le coup, là, je pense qu'il y a quand même un enjeu qui est réel. Et ma question, elle est plutôt pour Margot, que je suis très contente de voir. J'aurais préféré voir en vrai. Et je voulais te demander, tu as un moment évoqué la possibilité de ne pas s'opposer dans un certain nombre de circonstances. Encore une fois, qui sont tout à fait légalement prévues. Mais j'ai comme compris que ça, tu l'envisageais véritablement, tu l'as dit, comme une limite des droits individuels et que ça pouvait pas, enfin voilà, que ça avait l'air de te chagriner. Donc j'aimerais bien savoir si, quand même, au nom de la santé publique, on peut pas aussi de temps en temps accepter de diminuer, même de manière très encadrée, les droits individuels. Bonjour Emmanuel, merci pour cette question. J'aurais aimé pouvoir vous voir également. Oui, ça me chagrine un petit peu. Alors, le droit d'opposition, c'est-à-dire qu'on ne va pas consentir au traitement de ces données, mais on doit s'opposer au traitement des données. Donc, c'est un peu un renversement de l'idée selon laquelle le patient, en tout cas le citoyen, doit avoir une certaine forme de contrôle sur ces données. Pourquoi ça me chagrine? Parce que ça s'accompagne la plupart du temps d'un manque d'information, là, ici, des patients, sur l'usage fait de leurs données. Déjà, d'une part, ils savent pas forcément ce qui se passe, ça c'est pas moi qui le dis, c'est surtout la CNIL dans ses différents rapports qui l'a mis en lumière précisément sur les bases de données constituées lors du Covid. Et effectivement, je trouve que c'est pertinent dans le cadre de problématiques de santé publique, d'urgence nationale. Bien sûr, il faut collecter des données, et là, ça ne me choque pas. Néanmoins, quelles sont les limites de cet impératif de santé publique? Moi, c'est une question que je me pose. Pourquoi? Parce qu'il y a une réelle dynamique, à mon sens, initiée par le législateur de collecte de données, de faciliter l'accès aux données grâce à l'espace numérique de santé, ou quand on lit les commentaires des parlementaires lors des débats sur le vote de ces lois pour constituer cet espace numérique de santé, on lit bien que l'espace devra pouvoir alimenter des bases de données pour la recherche. Donc il y a quand même des vases communicants où les limites pour moi, je ne sais pas où elles seront mises. Je ne sais pas où l'impératif de santé publique va s'arrêter. Parce qu'il y a plein d'autres impératifs de santé publique qui pourraient justifier tout autant la collecte de données avec seulement le droit d'opposition. Voilà, moi, ce sont les limites qui m'interrogent. Ça, c'est une dynamique qui va toujours vers davantage de collecte. Je suis tout à fait d'accord. Et on se demande aussi, parce qu'en éthique, la réflexion, en fait, ce n'est pas éthique, c'est juridique, mais vous connaissez sûrement les dialogues, monologues de Barta Knoppers sur cette thématique où c'est vraiment, en anglais, on dirait un push. It's just a push. Il faut absolument partager, il faut absolument recueillir toutes les données. Et c'est aussi la rhétorique du Hingston
Hingston Group en génomique, et c'est juste répandu à the Global Alliance for Genomic Health, etc. C'est juste, ouais, il n'y a pas de limite, quoi. Il n'y a pas de limite. Alors, merci Emmanuel pour la question. Moi, je vais rebondir dessus. Pardon, oui, Margot, c'est moi. Non, mais elle me reconnaît. Si un jour vous m'appelez, vous entendrez la voix de Margot sur mon téléphone. Tout va très bien. Ma question va peut-être vous paraître un peu digne de science-fiction, mais comme elle me démange depuis tout à l'heure, je vais vous la poser de manière un peu ouverte. Elle m'est venue en t'écoutant, Catherine, demander les spécificités des données génétiques, et la réflexion qui s'est menée a été des données génétiques par rapport aux autres données de santé. Et moi, il me semble qu'une des spécificités, notamment des données génétiques, c'est que ce ne sont pas que des données de santé, et notamment que ce sont des données qui sont utilisées en matière répressive, en matière pénale. Et on voit bien qu'il y a des endroits où la ligne de démarcation qui s'était voulue très claire au début l'est beaucoup moins. Donc ça peut paraître un peu la science-fiction, mais je me demandais un peu, chacun dans vos recherches et dans vos expériences, si vous aviez été un peu confrontés aussi à cette question-là, de la réutilisation ou de projets qui vont non pas réutiliser des données de santé à des fins de recherche scientifique, ou peut-être à des fins de recherche scientifique, mais qui n'ont pas pour objet la santé publique, mais vers une orientation peut-être un peu différente. Alors, je veux bien répondre, mais je ne sais pas si je vole la parole à quelqu'un. Personne ne s'est rué sur le micro pour répondre à Elsa, mais vas-y. Bien entendu, en fait, je trouve que de manière assez constante, on va retrouver l'usage de données de santé à des fins de police administrative. Deux exemples. Dans le cadre de la crise sanitaire que nous avons connue, il y a eu une des lois qui a été votée qui voulait permettre l'usage par les préfectures de police des données conservées dans le fichier de dépistage, donc pour savoir qui a le Covid, de les utiliser pour aller vérifier en porte-à-porte si les personnes qui avaient le Covid étaient bien à l'isolement. Donc là, il y avait une bascule au niveau des préfectures. Le projet de loi n'indiquait pas à ce moment-là quelle était la personne dans la préfecture qui allait lire ces données, les transférer aux collègues pour aller faire les contrôles. Donc il y avait un flou total. La loi n'interdisait pas de réutiliser ces données et de nous permettre d'alimenter les fichiers de police déjà constitués. Pourquoi ? Parce que dans le fichier de dépistage, il y a toujours beaucoup d'éléments. Il y a l'emploi des personnes, il peut y avoir l'emploi des personnes, il y a leur adresse, il y a tout un nombre d'éléments très importants, parfois la constitution du foyer. Donc il y a un véritable intérêt policier dans ces données, et puis le Conseil constitutionnel a quand même censuré cette disposition. Voilà pour un exemple. Deuxième exemple qui va paraître peut-être anodin, mais finalement utile, c'est que pour acheter une arme à feu, il faut, selon l'arme, il faut un permis, et selon l'arme, il va falloir donner plus ou moins d'informations en préfecture, et les données de santé font partie de ces données à fournir. Pourquoi ? Parce que bien entendu, si on est atteint d'une maladie mentale, la préfecture va pouvoir s'opposer à un permis. Mais on voit ici l'usage des données, sauf que le droit n'indique pas ici quelles sont les données qui doivent être versées encore une fois en préfecture. Est-ce que ça va être toutes les données de santé ou simplement des données particulières, par exemple de santé mentale? Là, le droit est très vague là-dessus. Mais l'usage des données, voilà, il y a des vases communicants mais là, ces deux exemples, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Peut-être pour compléter sur cette question, donc juste pour vous informer qu'au niveau de la Société européenne de génétique humaine, on a quand même aussi cette thématique sur laquelle on travaille très régulièrement, sur les liens aussi de l'usage politique des données génétiques et du possible accès aussi à des bases de données génétiques qui seront réutilisées dans le contexte forensic, voilà. Et donc là, il y a eu un article qui est paru, corrige-moi Heidi, fin décembre,
On a publié ce short statement, tu te souviens là? Donc, on a publié, enfin, la Société européenne de génétique humaine a publié un petit statement, alors qui était assez général, mais on ne va pas se mentir, qui avait quand même un exemple en tête. Alors, je ne sais pas si je peux non, je ne le dirai pas ici lequel, mais donc qui avait quand même un exemple très politique en tête dans le viseur, mais on a fait quand même quelque chose de plus générique on n'a pas voulu stigmatiser une situation en particulier. Et donc voilà. Et donc c'est à notre agenda quand même. C'est quelque chose qu'on travaille, sur lequel on est extrêmement vigilant en fait, sur la réutilisation de ces données dans un contexte de surveillance. Ouais, et juste pour ajouter... Pardon, et de discrimination potentielle, oui. Pour en revenir à ce qu'il disait... Exactement. Et si on inclut toutes les données de 23andMe et les compagnies comme ça, Direct to Consumer, nous, on a utilisé les contrats et les contrats, consent form, contrats, utiliser le terme désiré. Là, ils disent explicitement que quelque chose comme « We will not share your data with any third parties unless you consent to it », unless it's the police. Et puis encore dans différents pays, dont la Chine, tous les compagnies en Chine sont à la merci de l'armée. Si l'armée demande quelque chose, ils doivent partager. Alors BGI, toutes ces compagnies, ils doivent partager. Et puis on le sait justement, c'est un des contextes sur lequel on a travaillé avec l'European Society, c'était un contexte en Chine où les données avaient été partagées. Alors, ça n'a rien à voir avec l'Europe, mais c'était quand même très troublant. Et juste pour revenir sur la question que tu posais tout à l'heure sur les liens entre le CAD et le Health Data Hub, je pense qu'il y a aussi derrière ce souci, parce qu'au début, le CAD il était quand même prévu qu'il rentre dans le Health Data Hub. Alors finalement, ça ne se fait pas. Et Frédéric nous a bien expliqué les conditions, mais il y a aussi cet enjeu de marquer la spécificité des risques génétiques spécifiques. Mais je suis d'accord, c'est quelque chose auquel il faut être extrêmement vigilant, parce que ça circule très vite de l'un à l'autre. Alors il y a Anne qui a demandé la parole, mais s'il y a d'autres questions. Oui, alors... Comme je ne sais pas faire des choix, on parlait de choix tout à l'heure, j'ai un commentaire, d'abord une proposition, et puis 3 questions, et vous choisirez. Alors, mon commentaire, c'est il y a à peu près 15 jours, avec Frédéric, on est allé faire un duo dans un colloque sur l'interdisciplinarité. Donc, c'est par rapport à l'interdisciplinarité. Et ça concernait l'interdisciplinarité dans beaucoup de domaines différents. Ça se passait à Jussieu, et piloté par une historienne. Et il était question de l'interdisciplinarité dans le plan français de médecine génomique. C'était ça qu'il voulait qu'on décrive et qu'on explique comment ça se passait. Et en sortant de là, je me suis dit, tiens, ça c'est un super sujet dont il faudra que je parle aux rencontres. Alors voilà, c'est fait. Une étude par différentes disciplines de l'interdisciplinarité au sein du plan français de médecine génomique. Parce que c'est évident, vous l'avez compris dans la présentation de Frédéric, qu'il y a besoin de généticiens, de biologistes, d'informaticiens, de tous ces nouveaux métiers dont on parle. Et puis aussi, il y a l'éthique, et puis il y a le droit. Donc l'interdisciplinarité, elle était nécessaire. Donc elle a été considérée dans ce plan comme un donné, puisqu'on en avait besoin. Elle allait être là. Et toute la difficulté de l'interdisciplinarité, où il faut prendre du temps, où il faut comprendre pourquoi telle question est intéressante pour telle autre discipline ou autre, ben on a sauté par-dessus. Alors il y avait un certain nombre de choses qui effectivement fonctionnaient, mais cette difficulté de l'interdisciplinarité au sein d'un plan national, dont on sait depuis le début qu'elle est nécessaire, et dont on ne s'est peut-être pas donné les moyens de la faire arriver de façon optimale, moi, je trouve que c'est un beau sujet qui pourrait peut-être sortir de ces rencontres. Ça, c'était l'interdisciplinarité. Après, mes 3 questions rapides. Il y en a une qui est, peut-être, c'est Stéphane qui en a parlé, sur les, ou tous même, Margot, les enjeux de santé publique et le fait qu'on parle de médecine personnalisée ou de précision et qui est de plus en plus centrée sur l'individu. Et en fait, il y a une tension entre les enjeux de santé publique, dont l'un de vous disait, il y en a de plus en plus, et ça devient important, où sont les limites, etc. Et en même temps, cette médecine de plus en plus précise, centrée sur l'individu, les traitements personnalisés, etc. Donc ça, c'est un peu... Voilà. Ma deuxième question concerne les données
pas spécifiquement de santé et qui sont rarement associées aux données de santé qui sont de l'ordre socio-économique. Le Covid, toute la crise, a montré combien c'était important pour étudier par exemple les inégalités de santé, les inégalités d'accès, les inégalités de plein de choses, d'avoir pas seulement les données de santé, les tests, les symptômes, blabla, etc., mais aussi dans quel contexte ça se passait. Or, ces données-là, à l'hôpital, ou quand on fait une prescription pour le génome, elles ne sont pas recueillies. On ne demande pas leur profession aux gens. On demande leur adresse parce qu'on en a besoin administrativement. Donc à partir de là, on peut extrapoler un nombre de choses. On demande très peu de choses. Et finalement, est-ce que cette énormité de données de santé ou de données génomiques et ce rabougrissement des autres données recueillies en même temps, c'est finalement pour le meilleur intérêt du patient ou le meilleur intérêt de la santé publique ou pas? Et ma dernière question concernait la série des métiers de la recherche, enfin le métier de la recherche, des métiers autour de la génomique. Et finalement, on n'en a pas parlé là, quelle est la perception du patient ou des personnes de leurs données personnelles quand ils comprennent, s'ils sont bien informés, en fait, tout le circuit de ces données, tout ce qui va se passer autour, est-ce que ce sont encore des données personnelles? Excusez-moi pour toutes ces questions. Tout ça en 2 minutes, puisque tu dois prendre la parole là maintenant, normalement, pour clore la journée. Donc, je propose qu'on a quand même quelques minutes. Voilà, c'est les mots de conclusion pour cette table ronde. Je ne sais pas qui veut commencer. Allez, Emmanuel, vas-y. Moi, juste rapidement, bon, d'abord, merci pour les questions. Juste rapidement, sur la première question, qui est celle plus d'ordre épistémologique. D'un côté, d'un côté, il n'y a pas de tension entre les enjeux de santé publique et les enjeux de médecine précision, étant donné que la médecine précision, en fait, elle se base sur des méthodes statistiques de comparaison de données entre une grande quantité d'individus. Donc finalement, pour arriver à la médecine précision, on a besoin de collecter des données en grand nombre. Donc c'est souvent un effet rhétorique. Que ça puisse créer effectivement des tensions sur le plan sociétal, ça, oui, sans doute, c'est quelque chose qu'on a remarqué aussi par l'intervention de Margot et les remarques d'Elsa aussi. Donc voilà, c'est pas vraiment une question, une réponse, mais bon. Piste. Margot, tu as l'air de vouloir parler, donc. Oui, je voulais ajouter quelque chose. Alors, à mon sens, il y a une véritable tension, et c'est quelque chose qu'on a relevé rapidement dans Data Santé, c'est qu'il y avait effectivement cette idée d'une médecine personnalisée à l'individu, au moins un groupe d'individus. Et puis de l'autre côté, les impératifs de santé publique. On avait organisé en 2019 une journée d'études santé publique et données massives. Emmanuel avait participé à cette journée. Mais à ce moment-là, quand on en faisait la publicité à droite, à gauche, ça intéressait pas grand monde, cette tension individu et santé publique et l'usage fait en santé publique. Et on avait eu un peu du mal à monter le programme, enfin, pas trop de mal, mais quand même, et surtout à essayer d'avoir du public, parce que cette tension, elle était palpable pour nous, mais en fait, c'était les notions de santé publique n'intéressaient pas le public à ce moment-là, en tout cas pas le public pour nos conférences. Et puis, un an après, un basculement important, bien entendu avec le Covid, qui a montré tout l'intérêt de confronter des besoins individuels, ou en tout cas avec des groupes d'individus plus resserrés, et les questions de santé publique. Donc, je pense que c'est une tension qui ne va pas se résorber, qui est assez intéressante, et pour laquelle il va falloir continuer de l'étudier parce qu'elle ne cesse d'évoluer. Elle ne cesse d'évoluer au gré de l'actualité, au gré des financements, et je pense que ça, c'est aussi intéressant. Du côté des données socio-économiques, ce que je voulais dire, c'est que c'est un manque assez criant, et ça va être une des bases ce sont des données qui vont être très difficiles à récupérer, d'où la nécessité de travailler en interdisciplinarité pour pouvoir constituer des bases de données intéressantes en santé publique sur ces éléments-là. Voilà. Je rebondis sur les données socio-économiques. On parlait tout à l'heure de la pluralité des métiers qui sont finalement... mais
ces données socio-économiques font sans doute appel à des métiers au sein de l'hôpital, par exemple, qui ne sont pas des métiers d'une technicité comparable, ou du moins, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, mais à tous les métiers, disons, très technicisés, avec une instrumentation. Et là, on est confronté, finalement, dès lors qu'on sort un petit peu de la bulle, disons, dans laquelle on est cet après-midi, puisqu'on s'intéresse à des questions de très haute technicité, dans lesquelles il peut y avoir des investissements importants, on est confronté à la mise en connexion avec ça, avec la réalité des espaces de soins, avec la réalité de l'hôpital. On est donc en train de réfléchir, là, je suis désolé, je vais gâcher la fête. On est en train de réfléchir à des problématiques d'une très haute technicité extrêmement pointue. Il reste que, si on veut un rendez-vous dans certains hôpitaux, il faut prendre une demi-journée de congé ou une journée de congé pour réussir à avoir ce rendez-vous. Et on peut attendre aujourd'hui des résultats de biopsie pendant 1 mois et demi. Donc, il y a ce contraste qui existe, qui est une réalité à laquelle on ne pense pas assez. Et de fait, dans l'idéal, dans l'idéal, je ne sais pas s'il faut parler d'un idéal, mais dans une perspective de collecte de données beaucoup plus large que les données génétiques et de données de santé en général, on voit bien qu'il y aura forcément d'immenses difficultés à mettre ça en œuvre de manière satisfaisante. C'est-à-dire qu'il faut que ces données soient correctement relevées, en plus, on sait bien. Oui, vas-y, puis après alors, trois choses. Oui, pour le projet d'interdisciplinarité, je suis partante. En fait, on commence un projet comme ça en Suède. Alors, si vous êtes intéressé, laissez-le-moi savoir. 2, pour l'attention, je pense que c'est contextuel. Si on regarde les groupes de patients pour les maladies rares, hein, ou pour des maladies particulières, là, l'attention, elle est peut-être moins forte ou différente. Et dernièrement, juste pour revenir à ce que vous avez dit, oui, c'est le luxe. Hein, la génomique, c'est du luxe. C'est pas tous les pays qui en ont, et c'est même les pays qui l'utilisent, c'est pas forcément pour tout le monde. Alors, il y a des injustices là. On n'a pas parlé de ça aujourd'hui, mais ça revient à ce que vous avez dit. Oui, juste un petit commentaire à propos d'une excellente remarque, Anne, sur les données socio-économiques, d'inégalité, etc. On a eu une discussion un peu dans les mêmes termes, dans le cadre de ce qui était un projet de PEPR qui a raté, qui devait être santé publique et qui va être exposome. Bon, et il n'y avait pas de consensus du tout là-dessus, sur le fait, non pas sur le constat, sur le fait du déficit de données et le fait, au sein même de ce qu'on pourrait appeler considérer comme des données socio-économiques, sociales, etc., la prépondérance des CSP, enfin des catégories socio-professionnelles par rapport à tout le reste. Bon, il y avait un large accord là-dessus, mais sur qu'est-ce que c'était les voies de réponse, d'enrichissement, etc., il n'y avait pas du tout, et en particulier pas sur le fait de réfléchir à une forme d'intégration quasi obligatoire de la collecte de données sur les inégalités, sur les conditions de vie, etc., par le biais de l'hôpital et des services de santé. Et le sentiment majoritaire, c'était qu'il ne fallait surtout pas que ça se passe comme ça. D'une part à cause des effets de réduction liés au fait qu'on ne va pas pouvoir poser 150 questions, à l'absence de données qualitatives, etc. Et que la réponse, elle était beaucoup plus à aller chercher, un peu à la manière dont vous discutiez des histoires de bases de données locales ou régionales et non pas centralisées, etc., dans des opérations ad hoc et du coup posant la question des financements correspondants, quoi. Si. Merci beaucoup. Donc, Hélène Antoine Poirel, je suis généticienne et je travaille maintenant à Sciences-Sanofi, française qui est migrée en Belgique à Sciences-Sanofi, également comme la collègue Chloé dont on a parlé tout à l'heure.
Je ferai 2 commentaires par rapport aux deux premières questions que vous avez posées. En fait, je trouve que par rapport à la tension entre santé publique et la médecine de précision, en fait, justement, maintenant, il y a une nouvelle discipline en santé publique. Maintenant, on parle de precision public health, donc qui vraiment va dans ce sens-là. Et parce que, effectivement, enfin, bon, dans la génétique, on se rend compte qu'on est vraiment à l'individualisation et qu'on cherche du coup, les données ne sont plus au niveau national, mais doivent être au niveau international. Et je pense qu'un petit pays comme la Belgique le ressent encore plus cruellement. On ne peut pas avoir des données suffisantes pour pouvoir analyser au niveau d'un petit pays. On a besoin d'une grande échelle pour aller justement dans la précision. Enfin, bon, c'est le paradoxe, mais je trouve que du coup, il y a une certaine logique. Et le deuxième point, en fait, c'est par rapport aux données socio-économiques. Enfin, voilà, donc j'ai un peu quitté l'univers de la France, mais par rapport à la Belgique, en fait, on aborde ça, en fait, avec des couplages de données, avec des demandes, des dossiers qui sont assez lourds par une structure équivalente à la CNIL, mais on arrive à faire des couplages de données parce que les données démographiques, on a des données de météorologiques donc, qui sont enregistrées. J'imagine qu'en France, c'est la même chose. Alors, on fait ça ne va que dans un seul sens. On ne peut pas revenir aux données des personnes, parce qu'on parle de citoyens. Mais avec ça, on arrive à avancer. Enfin, je trouve que des choses peuvent se mettre. Alors c'est très très long, on a mis des années pour arriver à faire des couplages et on doit le redemander à chaque nouvelle étude, mais j'avoue que ça permet quand même d'aborder ça sans avoir à faire un nouvel enregistrement. L'idée c'est quand même d'optimiser ce qui est déjà enregistré et non pas de faire des enregistrements supplémentaires. Enfin, voilà. Merci. Mais je pense qu'on arrive à la fin de l'horaire qui nous était alloué pour cette deuxième table ronde. Donc merci beaucoup aux collègues qui ont participé. Merci. Et du coup, je te redonne les micros, Anne, pour les quelques mots de finalisation de la journée. Oui, merci beaucoup et merci pour cette table ronde, pour la précédente et pour toutes vos questions. Alors, c'est exercice impossible, hein, synthèse de la demi-journée, comme ça. C'est peut-être pour ça que j'ai posé plein de questions, pour avoir pas beaucoup de temps pour faire une synthèse, ce qui me donne l'occasion de dire c'est absolument impossible dans le temps imparti de faire une synthèse correcte. Mais de toute façon, je crois que je n'aurais pas été capable de faire une synthèse qui rende justice à toute la richesse de ce qui a été partagé. Donc, je vais juste dire, sans faire une synthèse, ne perdez pas de vue les objectifs que j'avais détaillés en introduction à l'introduction, qui est effectivement ce partage en fait d'idées, de questionnements, etc. Et une chose qu'on n'a pas encore réalisée en pratique, c'est la dynamique qui existe, là visiblement, dans cette salle qui est intéressée et intéressante. C'est comment on continue. Parce qu'on sait bien que des rencontres, on a plein d'idées, on partage, etc. Puis on revient chacun dans ses projets, son quotidien. Et puis finalement, si on n'a pas quelques objectifs précis à construire, et ben, ça retombe, même si beaucoup d'entre vous, vous avez déjà des liens, et ça va évidemment pas s'arrêter, plutôt se renforcer. Alors là, il y a 2 choix possibles. Où on vous séquestre ici, et en disant, mais écoutez, la dynamique est là, vous allez pouvoir continuer, on vous donnera peut-être un peu à boire, et puis vous construisez des projets tout de suite, là il faut, tant que c'est chaud. Je ne suis pas sûre qu'il y aura beaucoup de volontaires pour cette séquestration. La deuxième idée, c'est, écoutez, continuez à discuter autour d'un dîner, et puis demain, revenez surtout, pour continuer à discuter. Et là, la troisième voie, puisque ça ne suffira pas, c'est, on le fera demain, je pense, c'est de décider de quelques actions pratiques pour dynamiser, disons, ces relations et de façon à ce que des choses puissent se construire, parce que là, je vais retomber non plus dans l'épistémologie et la philosophie, mais très dans le terre-à-terre. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait cet appel aux recherches en sciences humaines et sociales dans le plan français, mais il y a 0 financement en face dans le plan. C'est une ligne, il y en a d'autres qui existent, donc c'est déjà bien d'exister dans un plan national,
mais il n'y a pas des euros en face. Donc ça veut dire qu'au-delà d'organiser des choses, où ça c'est possible, d'organiser une rencontre comme aujourd'hui, de dynamiser les échanges, il faut aussi trouver les financements. Et donc là, il y aura peut-être besoin effectivement de partager nos expériences et également de penser au-delà de la France, notamment au niveau de financement européen. Et je suis très contente qu'on ait quelques collègues d'ailleurs que la France est dans ces tables rondes pour effectivement s'accrocher à des projets ou en solliciter là où il y a aussi des sources de financement. Donc il y a 2 éléments: se connaître, partager, donc 3. Ensuite, construction d'un projet qui donne envie. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'au niveau des acteurs du plan français de médecine génomique et de la médecine génomique plus généralement en France, il y a une adhésion au fait que faire des recherches en sciences humaines et sociales autour de ces aspects-là, c'est utile, c'est important, ça aide aussi ces éléments-là. Alors peut-être pas la dimension historique, parce que la dimension historique, elle vient après, par rapport à la réalité de terrain d'aujourd'hui, de mise en place, etc. Mais ça peut être extrêmement important à la fois pour ceux qui l'étudient, les chercheurs qui étudient ça, et les acteurs de la mise en œuvre de ce plan, finalement étudier ce qui se passe au moment où ça se passe. Et ça, je pense que c'est une opportunité pour un nombre de sciences humaines et sociales, et que quand on sait qu'il va y avoir une adhésion des acteurs, c'est peut-être une occasion à ne pas louper. Donc je crois que je finirai là-dessus pour ce soir. On a en tête tout ce qui a été discuté sur les données, sur les régulations. On continuera demain sur d'autres éléments. Il est évident que il fallait faire du découpage pour faire des tables rondes. On ne peut pas faire une table ronde à 40. Mais ces thématiques, on l'a vu d'ailleurs aujourd'hui dans les 2 tables rondes, sont largement en écho les unes avec les autres. Donc les mariages de disciplines, de labos, d'intérêts sont certainement possibles à beaucoup de niveaux. Et en tout cas, c'est ce que je souhaite. Et je vous souhaite une bonne soirée après cette journée ou cet après-midi fructueuse. Merci à tous.